Bonjour, alors nous allons démarrer une nouvelle série de vidéos sur CAM ou FAO en français, fabrication assistée par ordinateur. Plus précisément, il va s'agir de fraisage CNC. Puisque fabrication assistée par ordinateur, après tout, une imprimante 3D, c'est aussi de la fabrication assistée par ordinateur. Donc, on va parler de fraisage, pour l'instant exclusivement de fraisage. Au fur et à mesure, on étendra, on regardera certainement le tournage. On regardera plus peut-être aussi des machines multi-axes, enfin des opérations multi-axes, mais on va démarrer par le plus classique, le plus courant, c'est-à-dire une fraiseuse CNC, qui peut être amateur ou pas, et qui fonctionne en 3 axes X, Y, Z, c'est-à-dire avec laquelle on va pouvoir faire du 2D et ce qu'on appelle du 3D, mais qui n'est pas non plus de la sculpture, puisque pour ça, il faudrait du multi-axe. Ok, alors j'ai une pièce choisie exprès parce qu'elle impose plusieurs opérations différentes. Là, on est dans modèle. Dans la description de la vidéo, vous aurez le lien pour pouvoir aller télécharger cette pièce. Et donc, pour passer dans CAM, eh ben, on clique sur CAM. Jusque-là, je pense que tout le monde suit. Voilà. Alors, comment ça se passe? Préambule. Il s'agit de montrer comment ça fonctionne et comment combiner plusieurs opérations pour obtenir une pièce. On ne va pas parler de matériaux, c'est-à-dire que cette pièce, elle pourrait être en acier, elle pourrait être en aluminium, elle pourrait être en plastique, elle pourrait être en bois. Il s'agit de la fraiser avec les fraises qui vont bien, les vitesses qui vont bien. Je ne vais pas parler de vitesse, je vais bien sûr choisir des outils pour pouvoir faire les opérations, mais je vais les choisir en fonction de leur forme. Et c'est tout. Pas de la vitesse pour pouvoir faire le travail. Ok. Donc, toutes ces considérations diverses qui sont liées aux fraises elles-mêmes, aux vitesses de travail, et après tout, c'est très important, les vitesses d'avance, bien sûr, et les vitesses de rotation des fraises. Tout ça, on verra ça par la suite, en prenant une optique spécifique qui sera la mienne, où il s'agit de travailler du bois avec un post-processeur défini qui sera GRBL. Tout ça, j'en parlerai au fur et à mesure et je vous montrerai comment choisir un post-processeur, etc. Mais dans l'immédiat, le but, c'est, j'allais dire, une découverte et une première approche de CAM dans Fusion. Donc, toutes ces choses qui sont bien évidemment importantes, mais qui sont dépendantes de cas particuliers, c'est-à-dire de la machine, du métal, de l'outil, etc. Là, on va pas en parler, parce que sinon on n'en sort plus, on fait une vidéo qui va durer 10 heures, et encore. Donc il y aura plusieurs vidéos dans la suite, j'ai bien dit que c'était la première d'une série de futures vidéos. Voilà, donc préambule, on ferme la parenthèse. Donc comment ça fonctionne? Setup. Donc, pour pouvoir faire une pièce, il faut que je fasse un setup. Setup, ça veut dire, comment dire, une mise en place ou des réglages. Dans certains logiciels, on parle de setup, c'est des réglages. Là, il s'agit d'une mise en place. Et pour une même pièce, on pourrait avoir plusieurs mises en place si, par exemple, on la retourne pour fraiser l'autre côté. Puisque là, on est en 2D ou 2D et demi. Alors, on va donc faire un nouveau setup pour cette pièce. Alors la première chose, alors on verra par la suite, puisque j'ai dit que là on fait quelque chose de générique et on ne rentre pas dans les détails, mais on peut définir une machine.
Et dans cette machine, on va définir un certain nombre de choses par défaut, comme des vitesses de fraisage, des dimensions, etc., etc., qui donc sont là par défaut, qu'on n'a pas à refaire à chaque fois. Mais là, je ne vais pas m'occuper de tout ça, comme je l'ai dit. Alors, première chose importante, quelle opération? Ben là, il s'agit de fraisage, c'est-à-dire milling. On pourrait éventuellement faire du tournage, ou tourner, et on pourrait couper. Et couper, c'est waterjet ou laser, ou plasma. Et Fusion 360 peut générer le code pour une découpe laser, par exemple. Mais là, on s'occupe de milling, c'est ce qui est sélectionné par défaut et c'est ce qu'on veut. Donc maintenant, l'orientation. Alors ça, c'est évidemment très important et bien sûr, ça dépend de ce que vous allez faire, mais on va partir sur quelques règles de base que personnellement j'utilise tout le temps, sachant qu'il y a deux grandes façons de faire, on va dire. C'est-à-dire qu'on pourrait partir d'un 0,0 machine et par rapport à ça mettre un offset de la machine par rapport à la pièce, mais ça veut dire qu'à chaque pièce, il faut qu'on soit sûr qu'on la positionne exactement de la même manière tout le temps. Donc c'est quelque chose qui se fait en impression 3D où on a un 0,0 défini de la machine et on va aller imprimer en décalé de 0,0 par rapport à ce qui aura été généré. Mais pour une machine 3D, c'est souvent beaucoup plus simple de faire que le 0,0 soit sur la pièce, enfin si on peut dire, et d'amener donc la tête pour démarrer sur ce point d'origine. Donc ici, on va partir, on va lui dire qu'on va sélectionner l'axe Z et l'axe X, et mon axe Z, je vais aller sélectionner ça comme étant sur perpendiculaire donc à la face que je viens de sélectionner, à la face de la machine, et on voit que j'ai bien mon Z en haut. On pourrait faire autrement et prendre comme axe Z une arête, ici par exemple, de la pièce. Ça reviendra au même, en fait. Maintenant, l'axe X, bah ça j'allais dire c'est un peu de la convention et ça dépend de votre machine, mais c'est vrai que souvent l'axe X c'est en latéral, gauche-droite, et l'axe Y c'est en profondeur, en avant, en arrière. Donc là, c'est correct, j'y touche pas, c'est bien. Et donc je peux partir de là. Alors ensuite, stock. Alors ce que Fusion 360 appelle stock, eh bien c'est de la pièce brute qu'on va travailler. C'est-à-dire le bloc de bois, ou le morceau d'acier ou d'aluminium, ou etc., etc. Alors par défaut, Fusion 360 définit une boîte, on va dire, donc une pièce brute, qui est relative à la taille du modèle de la pièce que l'on va travailler. Alors, ça c'est bien si on coupe une pièce brute aux dimensions indiquées. Et qui sont indiquées ici, 154 par 4, 78, 154 4, 78 2 et 39 1. Bon, en pratique, vous pourrez souvent avoir en fait une taille fixe parce que vous avez un bloc d'alu. Le bloc d'alu, il fait pas 160 mm, il en fait 200. Il fait... on va laisser les 4... non, il fait aussi... On va dire qu'il fait 120 dans ce sens-là. Et la hauteur, on va garder 40 mm. Alors, si c'est le cas, et je pense que c'est le cas le plus courant, suivant ce qu'on veut faire, c'est peut-être pas la manière la plus économique d'aller fraiser notre pièce en plein milieu de notre bloc. On peut vouloir réutiliser une partie du bloc, et dans ce cas-là, il faut positionner notre pièce,
on va dire, par rapport au bloc, de façon à se laisser de la place. Donc là, en X, model position center, on va dire non. On va dire offset from left side. Et on va faire un offset de 1 mm pour avoir un peu de place pour travailler. Et en Y, on va faire aussi que c'est offset from front side, donc de l'avant. Et on va faire aussi un offset de 1 mm. Donc là, ma pièce est positionnée, enfin, si on peut dire, de manière à me laisser de la matière pour refaire d'autres plus petites pièces éventuellement dans le futur. Donc là on a notre stock. Alors ce que j'ai fait c'était pour montrer comment a priori on procéderait si on avait un bloc d'une dimension qui ne correspond pas à la pièce qu'on veut travailler. Je vais revenir au plus simple puis pour la démonstration c'est plus facile de faire comme ça. Alors évidemment, rien n'empêche d'aller découper notre bloc aux dimensions indiquées, précises, pour commencer à travailler. Alors, comme je l'ai dit, on ne s'occupe pas effectivement de avec quoi on va travailler. Donc on s'occupe pas du programme, de ce qu'on générera éventuellement pour faire du G-code. Alors, voilà notre setup de notre pièce est fait. Alors maintenant, une fois qu'on a fait un setup, on va choisir des opérations. Alors, je vais revenir quand même là-dessus. Edit, pour bien montrer que j'ai... Ok, il devrait stock bottom offset. Ok, il l'a mis au top. Round up to nearest 0 mm. Donc on a 1 mm, 1 mm sur les côtés et sur le dessus. On n'en a pas dessous. Et on arrondit au plus proche millimètre. Enfin 0 mm, donc il n'y a pas d'arrondi. Ok. Donc, new opération. Alors, généralement parlant, si on considère que c'est un bloc de métal ou éventuellement un bloc de bois brut, plutôt que de le faire en menuiserie, de le raboter, etc., on va l'aplanir, le dessus, pour avoir quelque chose de propre, de lisse, fait par la machine. Donc a priori, la première opération, ça va donc être une opération 2D qui s'appelle face. Je pense que ça dit bien ce que ça veut dire. On va aplanir la face du dessus de notre bloc. Donc, feed and speed, comme je l'ai dit, je ne m'en occupe pas du tout. C'est évidemment très 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 important, mais on s'en occupe pas du tout dans l'immédiat, puisque ça dépend de la machine, ça dépend des mèches, ça dépend évidemment de quel matériau on travaille. On va pas travailler à la même vitesse dans de l'acier, dans de l'aluminium et dans du bois, et même les bois, si c'est de l'ébène ou si c'est du peuplier, c'est évidemment pas non plus les mêmes vitesses. Donc tout ça, ça dépend des cas particuliers. Alors, outils. Sélectionner un outil. Alors, j'ai déjà fait des essais et les outils, j'en ai déjà sélectionné un certain nombre. Mais, alors vous pouvez avoir les vôtres et les rentrer, etc. Là, dans le cas particulier, j'ai choisi des outils qui correspondent a priori à de l'acier. Donc c'est pas le plus rapide. Et j'ai choisi là-dedans les outils qui conviennent pour ce qu'on veut faire. Et quand on choisit un outil dans la librairie, il vient se mettre dans le document. Alors, une règle générale, enfin un conseil d'ordre général, c'est que normalement avec chaque outil, lorsqu'on les sort de la librairie, il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont liées à l'outil, et notamment les vitesses qui se retrouvent ici.
Donc le nombre de tours minutes, le nombre de tours par dent, enfin un certain nombre de vitesses qui sont liées au type d'outil et bien sûr à ce qu'on travaille. Alors, le conseil, c'est de ne jamais aller modifier ça dans la librairie, de laisser dans la librairie tel que, et si vous en avez besoin pour donc la pièce que vous travaillez, eh bien 890 tours minutes par exemple, on peut monter ça à, j'en sais rien, 12 000, ce qui conviendra peut-être pour de l'aluminium, mais certainement pas pour de l'acier, etc. C'est-à-dire que les modifications, encore une fois, je ne veux pas entrer dans le détail de comment calculer et quelles sont les bonnes façons de choisir les vitesses d'avance et les vitesses de rotation. Je veux simplement indiquer que pour ce qui est des outils, une bonne pratique, c'est de les laisser tranquilles tels qu'ils sont dans la librairie et de ne modifier que dans le document, c'est-à-dire pour ce travail spécifique qu'on va faire. Ok, donc on a sélectionné un outil, Feed and Speed, a priori on s'en occupe pas, à part ce que j'ai montré. Géométrie. Alors, Fusion 360 est normalement assez intelligent, enfin façon de dire, mais il sait que vous avez du stock, vous faites une opération face, et ce que vous voulez surfacer, c'est le dessus. Donc stock sélection nothing, on va prendre ça, et on s'en occupe pas plus. Les hauteurs. Alors les hauteurs, il nous indique, a priori les défauts sont bons, c'est-à-dire que ce qui compte, le bottom 8, c'est le modèle top à 0 mm. Donc il nous met bottom moins 1 mm par rapport au stock. Le stock top, c'est la hauteur maximum, c'est-à-dire que c'est 0. Comme on a dit qu'on a 1 mm de marge, ce qu'on veut, c'est enlever ce millimètre. Donc pour le reste, les passes, alors tolérance 1 centième, ça me paraît bien. Step over, il l'a calculé par rapport à la dimension de l'outil, c'est-à-dire que le step over, c'est l'espace entre deux passes et un peu moins. L'outil fait 12 de large, donc il fait 11,4 pour que ça se chevauche un petit peu dans les deux dimensions, dans les deux sens, je veux dire, on va couper en allant et en revenant. Il n'y a pas de multiples dimensions. Stock to leaves, a priori, on va lui mettre 0, puisqu'on va couper juste à la bonne hauteur. On n'a pas besoin de laisser quelque chose. Et linking, dans l'immédiat, tous les défauts sont bons. On reviendra dessus par la suite. On fait OK. Et on a notre première opération. Le chemin de l'outil a été généré par Fusion. Et on peut, si on veut tout de suite venir simuler cela, on veut donc voir la coupe, on veut voir le matériau brut, qui donc là est cette espèce de truc vert brillant. Et on vient, donc si on clique ici sur simuler, alors on peut accélérer la simulation, et on voit qu'il nous enlève donc notre millimètre sur le dessus de notre stock. Voilà, première opération, toute bête, toute simple. Alors évidemment, ça c'est une première opération. Donc on fait close et on vient choisir une deuxième opération avec le même outil. Où on va venir faire adaptative clearing. C'est-à-dire qu'on va venir... pardon. J'ai appuyé sur quelque chose. Donc nouvelle opération. Adaptative clearing en 3D.
On va donc venir façonner, ébaucher, on va dire, la première partie de notre outil ici. Donc on garde le même outil. La géométrie, alors, pardon, la géométrie que l'on va vouloir, ça va être ça, ça, ça. Ok. Et on va lui laisser, alors les hauteurs, le bottom. Si on veut pouvoir tenir la pièce dans un étau ou dans un système quelconque pour le faire tenir sur la machine CNC, on va pas couper jusqu'au bas de la pièce parce que il y aura notre outil qui tient la pièce et on va dire que notre outil il fait 10 mm. Donc on va faire un offset depuis le bas du modèle de 10 mm. Pour le reste, on va le laisser se débrouiller dans ses petits calculs et on fait OK. Alors, je suis peut-être allé un peu vite. On va quand même vérifier que cette fois-ci, Radial Stock to Leave 0,5, c'est bon. Ok, a priori tout ça c'est bon. Donc maintenant on va venir... Alors pardon, il y a encore une chose que j'ai peut-être raté. Rest machining, source, from setup stock, in your cup. Donc rest machining, si vous cochez cette case, ça veut dire qu'il va générer le G-code pour ne faire que ce qui n'a pas été fait par une opération précédente. Hein, donc là, on a eu une première opération où on a aplati notre dessus. Il ne va pas revenir aplatir le dessus. Il va nous faire, entre guillemets, le reste. Donc, on lui fait simulate. Et il nous simule cette opération. Alors, on peut accélérer la simulation. Alors, donc on peut cacher le chemin comme je l'ai fait. Oh zut. Parce que si on a le chemin qui est visible, on voit pas trop les opérations qu'ils ont faites. Donc il nous fait un peu des escaliers pour ce cône là. Il nous dégrossit tout le tour. Pourquoi il s'arrête là? Il a pas généré... Qu'est-ce qu'il me fait là? Generate. Yes. Non, je l'ai fait, pardon. Simulate. Alors, on va pas faire comme ça. On va simuler depuis le début. Simulate les deux opérations. Donc notre face, puis... Ok. Là, c'est ce que je voulais.
Ok, c'est bien. Alors, maintenant, on va venir changer d'outil. On fait une nouvelle opération qui cette fois-ci va être un adaptative clearing, mais en 2D, pas en 3D. Et cet adaptative clearing, on va venir le faire avec, au lieu d'avoir une grosse fraise de 12 mm de diamètre, on va prendre une fraise, donc toujours plate, mais de 6 mm de diamètre. Ok. Et cette fois-ci, ce que je veux faire en adaptative clearing avec cette fraise, c'est faire l'intérieur donc de notre espèce de trèfle ici, ainsi que l'intérieur de ceci, et de ceci. Donc, puisque tout à l'heure on a fait une opération, on va dire, de dégrossissage, en laissant du stock, cette fois-ci, on va venir faire ça de manière, comment dire, alors la même chose, alors là, oui, on n'a pas besoin, le sélecteur de contour, c'est bon. Passe, cette fois-ci, on ne laisse pas de stock. On fait une passe, on va dire, de finition. Ok. A priori, les défauts de Fusion 360, la meilleure chose, c'est de les accepter et de ne venir les modifier que lorsque c'est nécessaire. Alors, est-ce qu'il me l'a généré là? Toujours être sûr. Oui, a priori, il me l'avait généré, puisqu'on le voit. Il me calcule ça. Voilà. Donc, on revient faire une simulation pour voir que, pour vérifier qu'on se plante pas quelque part et qu'on fait pas un truc qui tient pas debout. Voilà. Donc là, la couleur a un peu changé parce qu'a priori, on est sur le métal, enfin sur l'objet qu'on a défini. Alors, il nous reste ce qu'il nous reste à faire, c'est à enlever ces espèces de marches d'escalier ici. Ma passe ici, je sais plus si... Attendez, est-ce que je vais faire... Pardon, on va fermer ça. Cette passe ici, est-ce que je lui avais bien mis 0 stock? Passe, direction, stock to leave 0 mm. Ok. Donc cette passe ici, en fait, elle nous prend toute la surface du bloc. Mais c'est pas vraiment nécessaire, puisque la seule partie qu'il faut surfacer, en fait, c'est l'intérieur de notre cercle ici, de ce cercle ici. Donc, comment je fais ça? Vive Fusion, c'est assez simple. Hop, pardon. Je vais prendre cette opération et je la tire en dessous, ici. Elle se retrouve en 3e position. Et maintenant, si je génère, si je simule, pardon, on va refaire une simulation vite fait. On va voir qu'il commence bien par faire notre adaptative clearing 3D avec la grosse fraise de 12 mm. Il nous enlève le stock juste bien comme il faut, comme on l'a indiqué, et
il nous nettoie, on va dire, le dessus de l'objet. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste de faire cette partie ici, cette espèce de cône coupé. Donc, nouvelle opération, 3D milling, qui va s'appeler contour. Alors, on va le faire, alors on change d'outil. On va se prendre un outil avec un bout arrondi, une boule. C'est pas vraiment une boule, c'est juste le bout qui est arrondi. On va lui dire que on veut. Alors il nous explique, si on laisse le pointeur assez longtemps, il nous explique par un petit schéma quelle est la différence entre contact point boundary sélectionné ou pas. Si c'est pas sélectionné, il va pas aller plus loin que l'axe de l'outil. Si c'est sélectionné, il va déterminer jusqu'où l'outil doit aller pour bien couper jusqu'au bout ce que l'on veut. Donc, c'est ce qu'on veut, et on veut contact only, c'est-à-dire que on ne veut pas que l'outil aille, enfin, fasse des passes là où c'est pas nécessaire. Donc, on va faire rest machining, puisqu'on a déjà eu une partie qui a été faite. Donc on va faire là encore, alors pardon, la géométrie, je n'ai pas défini la géométrie, ce que je veux c'est pas silhouette, c'est sélection, et ce que je veux c'est entre ça et ça. Voilà. Et je veux que mon outil soit centré sur les limites. Donc tout ça c'est bien. Les hauteurs, donc a priori il n'y a pas besoin de s'en occuper puisqu'il ne va pas dépasser les limites qu'on lui a indiquées qui sont les limites de ce cône. Les passes, a priori ce qui est fait par défaut ça va nous aller. Il nous laisse 1 mm. On va laisser ça, tout ça par défaut. C'est du dégrossissage, on va dire. Alors il est en train de nous générer le chemin, c'est fait, il nous a généré le chemin. On va donc aller regarder par une rapide simulation ce qu'il nous fait. Et il nous a dégrossi, on va dire, notre cône. Si on regarde, on s'aperçoit qu'on a encore des sillons, des marques. Donc c'est pas tout à fait propre. Et pour faire ça propre, on revient faire un deuxième contour que l'on va faire en créant une opération dérivée qui va aussi donc être un contour. Voilà, donc il nous crée un même contour avec les mêmes outils au même endroit. J'ai pas besoin d'aller resélectionner ma géométrie, c'est fait. Par contre, ce que je vais changer, alors je change pas les hauteurs, ce que je vais changer c'est stock to leave 0. Et je vais changer aussi le maximum step down qu'il a été autorisé jusqu'à 20 mm. On va lui laisser 1 mm. La clearance, alors puisque c'est un hélix, ça descend en faisant comme une spirale.
au lieu de 1 mm, on va lui laisser 0,1 mm. Ok. Donc là, il va me générer... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord. Showlog. No passes to link. Close. Qu'est-ce qu'il me dit là? Edit. Alors... Bon, on va enlever le rest machining alors. Alors visiblement là c'est beaucoup trop haut pour les passes, donc passe maximum step down. Ah, c'est mieux là. Ok. Donc, allons-y voir. Alors là, bon, je mets des valeurs pour que sur l'ordinateur, visuellement, ça soit bien. Mais là encore, dans la réalité, tout dépend de la machine, du matériau, etc. Mais aussi du degré de finition que vous souhaitez obtenir, du degré de précision éventuellement, et suivant la pièce et le matériau que c'est, parce qu'il est évident qu'on peut descendre encore, de faire en sorte que les passes, elles soient de 0,01 mm, c'est-à-dire d'un centième par exemple, mais au lieu de prendre, 50 minutes, ça va prendre 3 heures. Donc, tout dépend, il y a beaucoup d'histoires de compromis là dans la réalité entre ce qui est possible et ce qui est souhaitable pratiquement au niveau du temps passé, etc. Là, comme je l'ai dit, il s'agit de faire un peu un tour d'horizon et surtout ce qui est à retenir. Je pense de cette vidéo, c'est que on parle de 2D et 3D, mais c'est des opérations qui sont 2D et 3D qui peuvent très bien se mélanger. Il ne s'agit pas de la machine. Ces opérations peuvent très bien se mélanger dans un même setup pour réaliser une pièce. Donc on va refaire une simulation rapide de l'ensemble pour voir qu'on ne se plante pas quelque part. Ok, c'est bon. Donc la dernière chose qui nous reste, puisque notre stock il a 1 mm de trop grand, on va dire, en X et en Y, hein, pas par rapport au bas, au bas on est à 0 mm, mais sur les côtés on a, enfin on le voit un petit peu ici en transparence, on a 1 mm de trop. Donc ce millimètre il faut qu'on l'enlève.
Et on va se faire pour ça une nouvelle et dernière opération qui va être 2D milling, qui va être 2D contour. On pourrait prendre l'un ou l'autre des outils, mais on va aller se prendre le 6 mm flat. Ball n'a rien à voir avec ça. On lui fait OK. La géométrie, donc, eh ben, c'est notre... Pardon, c'est ça. C'est ce qu'on veut. Par contre, dans les hauteurs, on a dit qu'on remontait de 10 mm et donc on va remonter de 10 mm par rapport à notre contour. Et il nous fait une seule passe qui est une passe de finition. Bon là j'allais dire encore, tout dépend du matériau, de l'outil, etc. Si on était dans un bloc carrément plus grand, et qui est, parce que là on n'a qu'un millimètre à enlever, avec une fraise de 6 mm, ça va. Mais si on était au milieu d'un bloc, on ne pourrait pas enlever 6 mm d'un coup, enfin sur toute la hauteur, il faudrait descendre progressivement, faire plusieurs passes de, on va dire peut-être 1 mm chacune, de façon à enlever toute la hauteur. Ok, bon, a priori, il nous a généré notre chemin qui est tout simple. On va se faire une dernière simulation de l'ensemble qu'on va accélérer. Alors si on veut voir ce qui se passe convenablement, hein, on peut ralentir la simulation pour voir si ça correspond à peu près à ce que l'on souhaite. Enfin à peu près. Si ça correspond bien à ce que l'on souhaite. Alors, bonne chose, tiens, que j'ai fait ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette dernière opération, euh, bon, alors, comment je fais là? Go to previous opération. Faut le laisser calculer là. Alors, vous voyez que là, la tête qui tient la fraise se met en rouge. Ça veut dire qu'il y a un conflit entre mon outil qui tient la fraise et l'objet. Pourquoi? Parce que quand il est sur les côtés, la tête vient frapper, vient toucher ce cône ici. Donc ça, ben, c'est pas possible. Ça va pas marcher. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pour cette opération de contour, il faut venir dans Edit et il faut aller se trouver une mèche de 6 mm ou éventuellement d'une autre dimension, c'est pas grave, mais qui soit plus longue, où on peut l'allonger. Alors voyons voir ce que j'ai en métrique. On va se prendre aluminium, on va se prendre 6 mm. Allez, pareil là. Alors, on va venir donc ici et uniquement ici. Je vais venir modifier. Ah zut, pardon.
pas ça que je veux éditer. Attends, il faut que j'aille. Si, on va le faire ici. Edit. Select. Edit tool. Donc, la longueur du... attends, c'est la longueur de quoi que je veux? Diamètre 6 mm, flute length 20 mm, shoulder length. Alors c'est ça que je veux changer. On va lui mettre un shoulder length de 30... Oulala, attends, non, pas 350, non. 35 mm au lieu de 20. Donc j'ai allongé la longueur de mon outil. Body length 22,5. Alors ça va pas le faire. Il était... Donc on va mettre 37,5. Voilà. Ok. On va dire yes, on va faire ok. 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 Il devrait pouvoir me régénérer tout ça. Generate. Alors. On va lui faire un generate sur l'ensemble. Yes. Ok. Ok. Et on va se refaire une simulation rapide. Donc de l'ensemble. Hop. On va ralentir au moment où on arrive vers la fin. Non, pas ici. Que là c'est très lent. On va ralentir maintenant. Comme ça on verra s'il y a un moment où ça se met en rouge ou pas. Normalement le problème est solutionné. Et voilà, la tête de l'outil passe bien au-dessus sans aucun problème. Et ma pièce est usinée complètement. La pièce telle que définie est usinée complètement. Il y a la base ici qui n'est pas usinée parce que je peux pas. Si je la tiens dans un étau ou quelque chose, ben, je peux pas. Donc alors là c'est pas du tout l'objet de cette vidéo qui est une vidéo de présentation générale, de voir un peu comment tout ça fonctionne et se combine ensemble. Ben, a priori il faudrait qu'on retourne notre pièce dans l'étau pour tenir par la partie déjà usinée et usiner le bout qui reste, qui n'est pas fait. Hein, mais c'est pas le but de cette vidéo. Il y a plein de choses à voir, et notamment quand je parle d'un étau, ben, l'étau on peut le modéliser pour qu'on le voit, qu'il fasse partie de notre travail, que l'on voit, et de manière à détecter les conflits. Bon là il nous a détecté un conflit avec le tool holder, c'est-à-dire comment ça s'appelle, je trouve plus mes mots. Bon, bref, j'espère que vous me comprenez. Et la pièce elle-même, mais si on avait un étau, ben, il ne détecterait pas le conflit. Or, évidemment, c'est important de voir que, suivant la façon dont on fixe notre pièce sur notre table de travail de la machine CNC, notre martyr, ben, si on met 4 vis par exemple, pourquoi pas, si c'est un bout de bois on peut mettre 4 vis, mais c'est une bonne idée d'aller modéliser les vis dans Fusion comme outil pour tenir la pièce, de façon à ce que la mèche n'aille pas aller taper sur ces vis, par exemple. Bon,
Donc, vous vous doutez bien, d'après ce que je viens de dire, que il y aura d'autres vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses. Cam, bon, évidemment, c'est très différent de modélisation, de modèle, mais il y a énormément de points importants à connaître, à prendre en compte. Euh, donc voilà, on ira pas à pas pour découvrir tout ça. Euh, J'espère que vous avez aimé. Surtout, mettez-moi des commentaires. Si vous avez des choses liées à la CNC et donc à la partie cam de fusion que vous voudriez voir, eh bien faites-le moi savoir. Euh, J'en tiendrai compte pour des vidéos futures. Bon, peut-être pas tout de suite parce qu'il faut une certaine structure à ce que je tâche de faire, mais j'en tiendrai compte. Mettez-moi des pouces en haut si vous aimez bien, des pouces en bas si vous aimez pas, mais si vous aimez pas, j'aimerais bien un commentaire pour me dire ce qui ne vous plaît pas. Euh, Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, pour être mis au courant des futures vidéos, notamment dans Cam. Je vous dis, ça c'est la première d'une série, mais il y en aura d'autres. Et puis, eh bien, voilà, fusionnez bien, travaillez bien, CNC bien, etc., etc. On y reviendra. À bientôt, salut.